Oui, alors j'ai donné un titre à ma conférence un peu qui finalement m'a fait un peu peur moi-même parce que je l'ai trouvé un peu trop vaste. Disons que je vais beaucoup m'appuyer finalement sur l'œuvre qui est le point de départ de ma thèse pour pouvoir exemplifier en fait la problématique que je présentais autour de littérature et politique au XXe siècle, en l'homme de la catastrophe totalitaire. Donc je tiens à souligner que ce propos que je vais tenir, il me paraissait que ça pouvait être pas mal dans le cadre d'un atelier, justement, c'est l'idée de retracer un peu le cheminement de pensée auquel je me livre dans une thèse qui est en cours de rédaction actuellement. Vous verrez que ça ne m'obligera pas à beaucoup d'acrobatie pour l'articuler sur la problématique de l'atelier. Mais ça m'amène à retraverser mon travail sous un angle qui me semble éclairant. C'est l'occasion de te remercier, Thierry, pour ton invitation. Alors voilà. Le point de départ de ma thèse, donc, c'est une œuvre littéraire contemporaine qui est celle d'Antoine Volodine, écrivain français, auteur d'une vingtaine de romans sous son nom, sous son pseudonyme d'Antoine Volodine, mais sous d'autres hétéronymes, puisqu'il publie aussi sous le nom de Lutz Bassmann, de Elie Kronauer, ou de Manuela Drager, voire d'autres. Alors, c'est une œuvre dont on pourrait dire qu'elle présente deux visages de l'Apocalypse. Alors, si on reprend les termes de ce matin, il y aurait un premier visage qui ne serait pas, qui serait plus celui de la catastrophe, et un deuxième visage qui serait plus celui de l'Apocalypse. On débattra peut-être tout à l'heure. En tout cas, ces deux visages sous le signe de Janus, en quelque sorte, comme les deux facettes distinctes dans le temps d'une même réalité, le visage présent et à venir de l'Apocalypse n'apparaissant que comme la métamorphose nécessaire d'un visage plus ancien. Alors, je commence sur le premier visage de l'Apocalypse dans cette œuvre. Ce qui se détermine justement sous le nom de catastrophe plutôt que d'apocalypse, et qui se trouve derrière nous au XXe siècle. Volodine met en scène des personnages qui sont les surnarrateurs de ces récits, surnarrateurs entre guillemets. Or, comme il le précise dans un entretien, une des obsessions narratives de ces personnages consiste à revenir sur les sacrifices inaboutis et sur l'obscène catastrophe que représente l'échec du projet révolutionnaire au XXe siècle. Les personnages racontent cela, les guerres, les souffrances, les exterminations, les totalitarismes, les ratages, depuis un espace-temps où Volodine les met en scène depuis leur prison, depuis leur mort, depuis des mondes imaginaires et parallèles. Ce premier visage de l'Apocalypse condense donc l'image d'un siècle vu à travers le prisme de l'histoire révolutionnaire du siècle tel que le sténographie le nom de Lénine. Dans l'œuvre de Volodine, d'ailleurs Volodine est un pseudonyme qui doit en partie au nom de Lénine, puisque Volodine est construit sur Valodia, qui est le diminutif de Vladimir en russe. Dans l'œuvre de Volodine, la mémoire révolutionnaire convoquée par les personnages est constamment celle d'un naufrage. Le XXe siècle apparaît tout entier comme un siècle de cauchemar. Même quand il est question d'évoquer des temps de la victoire révolutionnaire, comme dans Don Dog ou Nuit blanche en Valkyrie, ces temps de la victoire sont toujours dans le même temps des temps de la défaite. Sans cesse, il est question d'une révolution qui, je cite, s'étend et prend des formes imprévues, démentes et affreuses, absurdes et affreuses, concentrationnaires et affreuses. Dans Nuit blanche en Valkyrie,
le moment de la victoire révolutionnaire marque en réalité le début de la fin. À la fin de la guerre révolutionnaire qui a dévasté le monde, au moment où vient le temps de la reconstruction, le héros révolutionnaire dit qu'il n'y a plus qu'à attendre que les cendres se cicatrisent sous la cendre. Tout se passe donc toujours comme si une fondation révolutionnaire ne faisait jamais que différer, voire instituer une ruine inévitable. Les personnages de Volodine, qui ont en fait participé à la geste révolutionnaire du XXe siècle, l'évoquent ainsi dans leur littérature sans complaisance. De façon paradoxale, pourtant, cette mémoire catastrophique n'est pas sans éveiller chez eux quelque nostalgie. Les vieillardes, dans Des anges mineurs, s'inquiètent de savoir s'il restera quelqu'un pour raconter comment elles ont construit héroïquement une société tendant vers un idéal égalitaire jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus et même jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne absolument plus. Maria Samarcande, dans Vue sur l'ossuaire, parle d'un régime qu'elle a aidé à mettre en place avec des millions de ses codétenus et que malgré son parcours monstrueux, elle aiderait de nouveau à mettre en place si l'occasion se présentait. Mais, donc, posture paradoxale, mais pour la comprendre, il faut considérer d'où parlent les personnages dans la situation que j'ai donnée plus haut, Volodine nous précisait, depuis leur prison. Et en effet, les personnages prennent la parole à un moment où la catastrophe a atteint une sorte de point de non-retour, où la révolution est en ruine inéluctablement, et où les personnages sont comme écrasés dessous. Je cite Volodine, ce sont des partisans d'un égalitarisme radical, et ce qu'ailleurs on appelle engagement s'applique mal à leur cas, parce qu'il s'agit plus d'engagés écrivains que l'inverse. Engagé écrivain plutôt qu'écrivain engagé. Et il faut bien comprendre en effet que ces personnages se mettent à produire une littérature après et parce que leur élan émancipateur de l'humanité a été brisé et qu'ils ont été à jamais dépossédés de la joie de refaire le monde dans l'engagement militant. Alors c'est dans cette situation de l'après, quand la catastrophe a atteint une sorte de point de non-retour, qu'elle prend un nouveau visage. Donc j'en arrive à mon deuxième visage de l'Apocalypse, qui correspondrait certainement plus à celle que revendiquait Terry ce matin. Dans les fictions de Volodine, le temps de l'échec révolutionnaire est un temps catastrophique, mais il est malgré tout habité par l'espoir de construire un monde meilleur et par des combats qui entendent avoir du sens. Cependant, vient un temps vers la fin du XXe siècle, au moment de la production de l'œuvre elle-même, où ce temps de l'échec révolutionnaire n'est plus que de l'histoire ancienne. Il est question à cette époque d'une telle capacité d'oubli que la révolution n'est pas seulement dite morte, mais, dans Le nom des singes, retournée à son inexistence primitive. Alors, on est condamné à faire comme le vieux Bartók dans Don Dog, ruminer sur l'absurdité sanglante qui a désormais remplacé la logique marxiste de l'histoire. C'était une citation. Le temps de l'échec révolutionnaire était catastrophique, mais suivant la logique marxiste de l'histoire, il avait au moins le mérite d'être un temps dialectique, et c'est ce qui explique la nostalgie des personnages de Volodine. Dans ce temps-là, en effet, existait au moins l'alternative égalitarisme ou barbarie. C'est une citation, l'alternative égalitarisme ou barbarie, qui est dans le post-exotisme en 10 leçons, en leçon 11, mais on reconnaîtra que ça vient d'Engels, qui disait ou passage au socialisme ou retour à la barbarie. Et en l'occurrence, avec le retour de la révolution à l'inexistence primitive, l'absurdité sanglante qui a désormais remplacé la logique marxiste de l'histoire, réalise la prophétie d'Engels d'une rechute dans la barbarie. Il n'y a plus rien à faire alors contre la plaie qu'a l'humain de s'autodétruire.
c'est dans un entretien de Volodine, et dans un texte de Volodine, et une barbarie à vocation millénaire est née dont l'humanité ne sortira pas vivante. On est dans le temps de l'humanicide. Voilà pour le deuxième visage de l'Apocalypse, plus radical que le premier, suivant les développements que propose Love, puisqu'il n'est plus question que de nihilisme et de passion humaine de l'autodestruction. On retrouve ici chez Volodine les mêmes accents apocalyptiques que chez Maria Soudaïeva, dans le recueil poétique Slogan, et une analyse qui fait écho aux réflexions philosophiques de Hans Magnus Enzensberger sur le terrorisme contemporain, dans l'idée que l'autodestruction est chez l'homme une sorte d'invariant anthropologique. Je cite un passage d'Alto Solo de Volodine, où le narrateur parle de, je cite, quelque chose d'instinctif inscrit sans doute dans le patrimoine génétique de l'espèce qui pousse les grandes masses humaines à cautionner ce qui promet la désolation et le carnage. Voilà pour l'invariant anthropologique. La question que l'on peut se poser après cette description des deux visages de l'Apocalypse porte alors sur le nom de post-exotisme que Volodine donne à l'édifice romanesque qu'il construit. Si l'on voit dans l'exotisme le lieu ou le non-lieu de l'utopie, on peut se demander donc si l'on n'a pas affaire avec cette œuvre à un art post-utopique. Or, chez des penseurs comme Jacques Rancière, cette formule d'art post-utopique est très critique. Celui-ci dénonce en effet, et là je vais donner toute une série de citations qui sont tirées de Malaise dans l'esthétique de Jacques Rancière. Il dénonce en effet l'art qui s'élève sur la ruine des perspectives d'émancipation politique auxquelles l'art moderne a pu se lier, où l'éclaireur de l'avant-garde devient la sentinelle qui veille les victimes et entretient la mémoire de la catastrophe, où la catastrophe apparaît comme un trauma irréductible à toute connaissance salvatrice, où enfin l'art ne semble plus voué qu'à la tâche éthique du témoignage, où art et politique sont annulés ensemble. Voilà donc pour le propos de Rancière. Donc suivant Jacques Rancière, comme on sait, l'art moderne s'est fondé avec le premier romantisme suivant un régime artistique qu'il appelle régime esthétique de l'art. Or, c'est ce régime artistique en tant qu'il articule l'art et le politique qu'il s'agit pour lui de défendre contre toutes les menées actuelles pour l'enterrer, entre autres contre cet art post-utopique qui participe selon lui de ce qu'il appelle le tournant éthique contemporain. Or, s'il y a un caractère évidemment désespéré de l'œuvre de Volodine, au point que la mémoire catastrophique de l'échec révolutionnaire apparaît comme un remède contre l'entropie du présent, je ne peux pas souscrire à cette dénonciation dont il me semble qu'elle pourrait faire l'objet. Donc voilà, ma proposition, j'en arrive à une proposition qui constitue en quelque sorte le projet de ma thèse, qui est l'idée de réfléchir à cette proposition que le post-exotisme de Volodine pourrait procéder en réalité d'un mode nouveau d'articulation de l'art et du politique, et au-delà de l'œuvre de Volodine, que le XXe siècle, siècle de cauchemar, verrait naître un régime artistique distinct du régime esthétique de l'art inauguré par le romantisme, en réaction à la catastrophe de l'échec révolutionnaire, et que le nom de post-exotisme inventé par Volodine pourrait nommer ce régime artistique nouveau parce qu'il me semble qu'il exemplifie celui-ci d'une façon remarquable. Donc là, dans le cadre de cet exposé, je m'en tiendrai à justement l'exemplification par Volodine, mais je tiens à préciser que donc il y a l'idée au-delà de ça que on peut essayer de
penser une tradition au XXe siècle, d'après la catastrophe, qui participerait de ce même régime et qui serait même antérieur à l'œuvre de Volodine, qui est contemporaine. Voilà. Donc, voilà, je vais essayer de tâcher de préciser un peu cette proposition. Il y a un phénomène tout à fait intéressant à observer, c'est que le post-exotisme de Volodine se revendique, se réclame du surréalisme. Or, parmi les avant-gardes historiques, celui-ci est peut-être le mouvement le plus proche du premier romantisme allemand. Mais, si on y regarde de plus près, on se rend compte que le post-exotisme semble désamorcer complètement les enjeux politiques du surréalisme. Plus question de se prétendre à l'avant-garde de la Révolution mondiale, en effet, puisque la Révolution est défaite, en ruine, et que l'on est écrasé dessous. Le situationniste Guy Debord était partagé à propos du surréalisme. D'un côté, il louait en lui les tentatives d'affirmation d'un nouvel usage de la vie, mais de l'autre, il condamnait une fuite réactionnaire hors du réel, et trouvait spécialement rétrograde en lui la surestimation de l'inconscient. Ce qu'il fallait retenir du surréalisme selon Debord, c'était l'idée que la promesse de bonheur contenue dans l'art est directement réalisable, que le temps est venu de dépasser l'art en le réalisant dans la vie. Or, c'est précisément ce que rejette Volodine. Le post-exotisme est avant tout un surréalisme par son recours littéraire à l'image, et donc par tout ce que Debord juge réactionnaire et rétrograde. C'est grâce à l'image surréelle en particulier, j'y reviendrai un peu plus loin, que les personnages emprisonnés du post-exotisme peuvent délimiter les territoires de leur liberté intérieure, car elle leur permet de donner une vie matérielle, concrète, à des mondes parallèles, à des ailleurs oniriques. Ce que montre ici ce rapport du post-exotisme au surréalisme, c'est qu'après la catastrophe, une certaine politique de l'art propre à la modernité est devenue pour lui inadmissible. C'est pourquoi le post-exotisme apparaît désespéré quand il s'avère que, je cite, ces personnages n'accordent aucune foi à l'idée qu'une sphère enchanteresse, miraculeusement exempte de mal ou de bêtises, existe quelque part pour accueillir les privilégiés du rêve. C'est dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Les deux choses sont liées. La proposition que, d'une part, on ne puisse plus avoir cette politique de l'art suivant laquelle on entend dépasser l'art en le réalisant dans la vie, et cette idée qu'il n'y ait plus de sphère enchanteresse où accueillir les privilégiés du rêve. Ces deux choses sont liées, puisque du romantisme au surréalisme, il y a une promesse de l'art et de la littérature de ne faire qu'un avec la réalité, ou de se trouver sur le point de la produire. Or, cette promesse trouve son expression la plus exemplaire dans le mythe de l'âge d'or. Cependant, en rejetant ce mythe, le post-exotisme prend acte de ce que l'art et la littérature ont manqué à leur promesse. Là, je pastiche un peu à propos d'Adorno, à propos de la philosophie. Lui, il parlait de la philosophie qui a manqué à sa promesse et qui doit donc, pour cette raison, se remettre complètement en question. Il me semble qu'il faut reconsidérer le jugement d'Adorno, en l'occurrence sur l'impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz, sous cet angle. Adorno entendait affirmer que le génocide nazi n'est pas une espèce de parenthèse barbare dans le destin de la culture occidentale, et qu'il est au contraire, de façon bien plus inquiétante, le produit de celle-ci, de sorte qu'on peut désormais soupçonner tout témoignage de culture d'être en même temps un témoignage de barbarie. Ça, c'est une formule de Benjamin.
l'analyse vaut, à mon sens, pour le phénomène totalitaire tout entier, quelle que soit son actualisation historique, en tant que forme politique inédite au XXe siècle. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Souvent, on a tendance à relier le romantisme au nazisme et à faire cette généalogie-là. Je tiens à souligner que pour moi, c'est autre chose qui est en jeu, qui concerne la forme politique inédite au XXe siècle, qu'est le totalitarisme, qui est bien distinct de toute forme de tyrannie plus ancienne. Et en l'occurrence, par rapport à cette forme politique, c'est l'idée de littérature romantique avec son mythe de l'âge d'or qui est en cause. Le romantisme se définissant en premier lieu par son refus de l'inconcilié opposé à la modernité, sa théorie de la littérature vise l'avènement d'une nouvelle époque ontologique. Dans son idée, contre les divisions et autres scissions du monde moderne, la littérature est capable de faire advenir un âge de l'unité et de l'harmonie universelle. Or, au XXe siècle, il est apparu que le projet inédit en politique de faire advenir une nouvelle époque ontologique a produit des régimes totalitaires. Comme l'observe Claude Lefort, nazisme et communisme annoncent la résolution des conflits qui déchirent le monde moderne et ont toujours déchiré sous une autre forme l'humanité. Ça mériterait bien d'autres développements. Je n'ai pas le temps ici de les faire, mais on pourra y revenir si vous voulez pour la discussion. La catastrophe de l'échec révolutionnaire au XXe siècle, c'est donc que, comme mise en œuvre politique, l'opération de dépasser l'art en le réalisant dans la vie, non en le supprimant mais en le colonisant, porte le nom de totalitarisme. Que, si je reprends une formule de Friedrich Schlegel, le désir révolutionnaire de réaliser le royaume de Dieu, au fondement de l'idée de littérature romantique, a conditionné la possibilité des totalitarismes historiques. Autre aparté, il ne s'agit pas de condamner le romantisme comme pré-totalitaire. Il s'agit de dire que le romantisme, en inventant l'idée de littérature, a produit quelque chose qui a déterminé un système de culture qui lui-même, dans lequel le totalitarisme, comme nouvelle sorte de régime politique, a pu avoir lieu au XXe siècle. Cela dit, cela ne signifie pas que l'art et la littérature deviennent impossibles, contrairement à ce que l'on a voulu faire dire à Adorno. Cela ne signifie même pas que l'on rejette intégralement l'idée de littérature romantique. Jacques Rancière, dans Malaise dans l'esthétique, détermine qu'il n'y a pas une, mais deux politiques de l'esthétique. Or, il semble que la seconde d'entre elles, fondée sur l'idée d'autonomie de l'art, puisse être récupérée après la catastrophe. À défaut de mettre en œuvre une politique du devenir-vie de l'art, dont il vient d'être question, la littérature en régime esthétique peut mettre en œuvre, expose Rancière, une politique de la forme résistante. Là, je vais vous citer un passage de Rancière qui explique le distinguo entre ces deux formes. La politique du devenir-vie de l'art identifie les formes de l'expérience esthétique aux formes d'une vie autre. Elle donne comme finalité à l'art la construction de nouvelles formes de la vie commune, donc son autosuppression comme réalité séparée. L'autre politique, la politique de la forme résistante, enclôt au contraire la promesse politique de l'expérience esthétique dans la séparation même de l'art, dans la résistance de sa forme à toute transformation en forme de vie. Fin de citation. Or, puisque le totalitarisme tend à coloniser l'art pour le réaliser dans la vie, la politique de la forme résistante peut se révéler antitotalitaire. À cet égard, il est intéressant de remarquer que cette politique de la forme résistante semble réfléchie chez Rancière à partir de la théorie esthétique d'Adorno, à laquelle il se réfère,
puisque pour Adorno, le potentiel politique de l'œuvre d'art réside essentiellement dans la séparation radicale de celle-ci avec les formes de la marchandise esthétisée et du monde administré. De ce point de vue, l'œuvre de Volodine se révèle encore exemplaire. Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, met en scène deux virtuoses du journalisme, du végétariat et de l'écriture, qui incarnent un monde où, comme l'analyse Debord, le spectacle s'est mélangé à toute réalité en l'irradiant. Un monde pris dans un devenir falsification et où, tout étant récupérable par le spectacle, il se pourrait qu'il n'existe bientôt plus rien, même plus quelques livres, qui n'aient été transformés et pollués selon les moyens et les intérêts de l'industrie moderne. Là, je cite un propos de Debord dans ses commentaires sur la société du spectacle en 1988, où il analyse ce qu'il appelle le spectaculaire intégré comme synthèse du spectaculaire concentré totalitaire et du spectaculaire diffus de la marchandise. Pour Debord, dans une telle configuration, l'art lui-même, comme sphère séparée, devient spectacle, et même l'avant-garde perd sa fonction critique, car son caractère destructeur ne fait plus que mimer la désagrégation du social de façon apologétique. Debord, dans les années 50, en 1954 exactement, a décrété que la fin de l'art avait eu lieu. Le surréalisme, il l'appelait comme un supplément à l'histoire de l'art. C'était vraiment le dernier mouvement. Après, il a des pages assez sévères sur le nouveau roman, qui n'est plus qu'une farce d'avant-garde. Mais donc, à mon sens, si Debord juge que l'art, comme sphère séparée, ne peut plus que devenir spectacle, c'est qu'il n'envisage pas de politique de la forme résistante. Chez Volodine, au contraire, les deux mercenaires de la parole, qui rendent visite aux écrivains du post-exotisme incarcérés dans une prison, dans le quartier de haute sécurité d'une prison, ces deux mercenaires, à l'anticonformisme officiel, semblent trouver une limite à l'irradiation du spectacle, justement, dans ce quartier de haute sécurité d'une prison. Venus interroger les personnages sur leur littérature carcérale, ils éprouvent que le dialogue est impossible. Les surnarrateurs du post-exotisme adoptent une posture agressive à l'égard de toute tradition et formulent un idéal de pureté artistique qui n'est pas sans rappeler un maximalisme à la manière des avant-gardes. Sauf que c'est ici pour se déclarer l'ennemi du monde spectaculaire, hors les murs. Se déclarer l'ennemi du monde spectaculaire hors les murs, en prenant du coup son parti de la prison. Je cite: « Le système concentrationnaire où ils sont cadenassés devenant pour eux l'ultime redoute imprenable de l'utopie égalitariste, le seul espace terrestre dont les habitants soient encore en lutte pour une variante du paradis. » Fin de citation. Les personnages finissent en effet par concevoir le système concentrationnaire paradoxalement comme un moindre enfer. Donc face à l'image apocalyptique, au deuxième visage de l'apocalypse que j'ai décrit tout à l'heure, d'un monde contemporain spectacularisé et livré à des guerres qui n'ont plus de sens, on voit que Volodine construit une posture qu'on pourrait qualifier de dernier écrivain. Je dis ça parce que ces personnages incarcérés sont en quelque sorte les derniers révolutionnaires et qu'ils écrivent et qu'ils sont
les derniers à pouvoir produire une forme résistante de littérature, puisqu'en dehors de cet espace carcéral, concentrationnel, il n'y a plus que de la production récupérée par le spectacle. Donc, une position de dernier écrivain et voilà, bien qu'elle procède d'une politique de la forme résistante, on a vu, comme Jacques Rancière pourrait taxer cette posture de nihiliste, ou comme Guy Debord aurait pu parler de fuite réactionnaire hors du réel. Je voudrais pourtant insister sur le fait que c'est une posture faite pour conserver une fonction critique à l'art. À mon sens, elle l'est en premier lieu en tant que posture de paria. S'il est vrai, comme l'affirme Rancière, que les communautés politiques tendent aujourd'hui à se transformer en communautés éthiques et que pour celles-ci il existe un reste problématique appelé exclu, alors il est difficile de dire que le post-exotisme sombre dans l'indistinction éthique, puisqu'il adopte précisément le point de vue de ce reste qu'est l'exclu, et qu'il montre à travers ce point de vue ce que c'est que d'être privé du monde, au sens où Hannah Arendt parle d'acosmie, aux prises avec un pouvoir policier qui refuse tout droit de cité, et justement parce qu'on définit son humanité comme politique, en refusant tout particularisme éthique ou national, ou quel qu'il soit. On voit qu'à travers cette posture de paria, la figure du dernier écrivain tente en fait à se confondre avec celle du témoin. Or, on voit aussi que cette figure de témoin n'est pas qu'une figure éthique. Elle l'est bien entendu, car au secret du monde concentrationnaire, on est victime d'une destruction de l'homme et il arrive que celle-ci se communique. Mais il importe de souligner que Volodine n'entend pas de reconstituer une expérience historique. Son œuvre, comme je pense toute la tradition au XXe siècle qui met en cause l'idée de littérature romantique, doit son mode d'être au témoignage. Mais en l'occurrence, chez Volodine, il me semble que c'est essentiellement à la manière du romanesque lazaréen de Jean Quérol. Suite à sa déportation à Mauthausen, Jean Quérol n'a jamais voulu écrire le récit de son expérience concentrationnaire, mais a toujours défendu et pratiqué une littérature de fiction qui entre en résonance avec cette expérience. Or, dans cette forme clandestine de témoignage, ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'on y retrouve dans un mouvement rétrospectif l'expérience vécue, c'est bien plutôt qu'on y découvre que plus rien n'est comme avant cette expérience, que le monde est complètement contaminé par ça. On peut certes alors, à la façon de Rancière, parler de trauma, d'autant que les personnages eux-mêmes, par leur aspect lazaréen, sont comme la trace anthropologique de cette histoire concentrationnelle du XXe siècle, mais le trauma est porteur d'une question politique, spécialement chez Volodine, à savoir que l'on doit s'interroger sur l'héritage totalitaire des sociétés contemporaines, notamment en matière de droit et de justice. Il faut d'autant plus insister sur l'écart qu'il y a entre enjeu éthique et enjeu politique que les personnages ne sont l'objet d'aucune victimisation, malgré leur situation de violence extrême. Ils sont toujours présentés chez Volodine comme des combattants qui produisent une littérature, je cite, pour protester contre le réel, pour saboter le réel, pour transformer le réel. C'est ambigu ces formules, puisqu'on pourrait encore croire à une politique du devenir vie de l'art, mais il s'agit bien encore de politique de la forme résistante. Et ça m'amène, pour conclure ce propos, à poser la question de l'utopie. Suivant Adorno, la possibilité avortée de l'autre, c'est une formule qui évoque l'échec révolutionnaire, s'est concentrée en celle d'éviter malgré tout la catastrophe. Mais cette proposition doit être en fait modifiée au regard de l'œuvre de Volodine,
Ici, on ne peut plus éviter malgré tout la catastrophe puisqu'elle advient sans cesse. Puisque, comme dans le messianisme juif, on semble condamné à l'attente de nouveaux cataclysmes historiques. Mais on peut tenter malgré tout, sinon d'éviter la catastrophe, du moins d'arrêter le processus et en tout cas de ne pas s'y soumettre. Il s'agit jusqu'au bout d'être mu par la loi de la révolution plutôt que par celle de l'entropie. Là, je reprends des termes qui sont d'Evgeny Zermiatin, écrivain russe des années 20. Ainsi, la fuite du réel par l'image surréelle n'est pas réactionnaire étant donné la catastrophe. C'est ce dont témoignait déjà Kérol dans son essai sur les rêves concentrationnels. Il disait d'eux c'était un moyen de sauvegarde du fait qu'ils devenaient une sorte de maquis du monde réel. Et il conserve cette valeur dans le post-exotisme où les personnages doivent résister à des interrogatoires et à la destruction de leur psyché. En cryptant leurs propos, notamment. Puisqu'ils ne peuvent se réfugier dans un âge d'or, même passé, ceux-ci peuvent du moins, souvent par-delà l'oubli, tâcher de narrer l'histoire révolutionnaire comme une féerie, de sorte que le merveilleux provoque un tremblement, comme la possibilité d'une autre chance. Et là, je termine mon propos sur Benjamin. C'est ainsi en attisant dans le passé l'étincelle de l'espérance qu'ils entendent faire sentir, comme autrefois les surréalistes, le manque d'un avenir nécessaire.